Alors, madame, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour, Yara Losso, Nantes Métropole. J'ai une question en fait pour Peggy Le Bihan. Surtout sur l'architecture qui a été choisie sur ce projet. En fait, on a parlé ce matin d'architecture bioclimatique, de frugalité, de sobriété. Et en fait, je ne m'y retrouve pas forcément sur cette architecture vraiment très vitrée. Donc, je voulais savoir quelle était la consommation énergétique et si ce bâtiment était climatisé. Et si vous avez une idée de quelle est la consommation énergétique. Voilà, merci. Alors, oui, pour répondre à la première question, sur effectivement le côté vitré et le côté parc, je ne vous ai pas forcément présenté la façade urbaine, qui est une façade beaucoup plus fermée, aussi du fait de son orientation. Et effectivement, à l'époque, il avait été privilégié le côté confort lumineux. Et malgré tout, on avait fait un travail sur le confort thermique, comme je le disais tout à l'heure. On n'est pas climatisé, on est simplement rafraîchi grâce aux panneaux qui sont chauffants, rafraîchissants dans les espaces de travail. Maintenant, pour la consommation énergétique du bâtiment aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. Par contre, on est en train de faire mouliner ce projet-là justement par rapport à la RE 2020 pour voir qu'est-ce que donnerait ce bâtiment conçu aujourd'hui, puisque c'est vrai que c'est un bâtiment finalement qu'on a conçu en 2016. Donc on a aussi des réflexes qui ont évolué évidemment depuis. Voilà, je ne sais pas si ça répond à toutes les questions qui étaient dans la question. Et sur cette question de sobriété, vous avez l'impression que vous pourriez, si vous le referiez, vous iriez chercher un peu plus de sobriété quelque part? Parce qu'en fait, ça donnait peut-être visuellement une impression de richesse. Bien sûr, on est d'accord avec ça. Il est évident que ce bâtiment est un bâtiment qui est riche du fait de ses surfaces vitrées, hein, mais il correspond à une période aussi et à des ambitions qui étaient clairement exprimées dans le programme et qui, voilà, il était nécessaire de répondre aux deux volets. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est ce que je disais, on a d'autres réflexes, d'autres façons de concevoir les projets et forcément la sobriété énergétique qu'on revendiquait malgré tout à l'époque a nettement évolué. Clairement. D'autres questions? Philippe Nounès. Oui, bonjour. Écoutez, pour reprendre votre commentaire, je rebondis sur la notion de label RE 2020, justement, qui consiste à aller au-delà des socles énergie, au-delà des socles carbone. Je trouve que votre projet, il avait déjà des cases qui peuvent, en tout cas, symboliser le futur label, puisque vous êtes dans le bien-être. Le bien-être des gens, effectivement, tout ce que vous nous avez proposé, finalement, ce n'est pas contraignant. Je trouve que le travail, en tout cas de l'ingénierie et de l'architecte, a été bien fait. Ce n'est pas pour vous faire plaisir que je dis ça, mais quelque part, on a envie d'aller dans ces bureaux. Et donc, si on a envie d'aller dans ces bureaux, je crois que le travail, il est en cohérence avec ce futur label qui, finalement, a des socles d'énergie, a des socles de carbone. Mais si on n'avait que ces deux socles, on serait peut-être malheureux. Donc, bravo pour votre réalisation. Ben, merci. En attendant qu'il y ait une autre question, j'avais envie de vous demander, vous avez été inséré dans le label BBCA, vous nous avez expliqué que c'était dans la programmation, c'est votre quotidien les labels, mais est-ce qu'à un moment on ne s'y perd pas? Est-ce qu'on arrive à se retrouver un petit peu dans tous ces labels? En tout cas, comment est-ce que vous naviguez dans ces labels en tant que cabinet d'architecture? C'est pas toujours simple. c'est voire assez obscur. Parce que souvent, alors je parle de ce que je ressens, souvent on n'a pas le sentiment que c'est incitatif, mais on a l'impression que c'est un peu coercitif, quoi. C'est quasi réglementaire en fait. Et que c'est quasiment réglementaire. Et moi j'aimerais que les labellisations, elles puissent être plutôt dans un cadre incitatif où lorsqu'on fait, avec l'idée de dire qu'on puisse mettre l'emphase sur certains thèmes de façon assez forte, mais peut-être se libérer d'autres en même temps. Parce que par moment,
les labellisations, on se rend bien compte qu'elles sont en contradiction avec les règles, avec l'acoustique, avec je ne sais quoi. Et donc, on arrive dans un espèce de cul-de-sac où on s'en sort plus. Et si vous voulez, moi, ce que je souhaite, en tout cas ce que j'attends des labels, c'est qu'ils aient un caractère incitatif. Je vais vous donner un exemple. Dans le cadre de ce projet, dans les relations qu'on a eues avec l'auditeur, il y a un moment donné, il est venu nous voir, il nous a dit « le revêtement en briques, il faut oublier, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et il vaudrait mieux faire un revêtement en aluminium. » Donc, il y a un moment donné, dans le calcul, il valait mieux mettre une façade en aluminium dont la bauxite arrivait d'Australie, transformée en Chine, plutôt que des briques qui venaient de Limousin, finies en Allemagne et importées en France, que mettre des briques qui venaient d'Urtal, où il y a des fours du 18e et où on fait de la terre cuite depuis 2 siècles. Donc voilà, c'était un exemple. Mais voilà, donc moi, voilà, c'est un souhait, c'est que ce caractère incitatif prenne le pas sur le caractère réglementaire et coercitif. Delphine Ouvrard, je vous vois approuver pour un promoteur, Tinante, les labels. Est-ce que vous en avez choisi un en disant celui-là, je communique dessus et c'est mon label, ou est-ce qu'une fois vous êtes l'un, une fois vous êtes l'autre, comment vous jouez là-dessus? Ça dépend un petit peu de ce que le client nous demande. Donc, quand on est en tertiaire, aujourd'hui, on est plus, je dirais, plus sur des labels BRIM que du label HQE. Après les démarches WELL, j'ai trouvé ça plutôt très intéressant, même si on n'était pas labellisé. C'était la première fois? C'était la première fois. Le BRIM, je trouve que c'est aussi intéressant parce qu'il y a quand même l'usage du bâtiment, des choses sensées. Quelquefois, je trouve que les labels proposent des choses moins sensées. Donc voilà, au niveau des labels, voilà. Au niveau du logement, moins. On suit les exigences qui nous sont demandées souvent par les aménageurs au niveau des labels, qui sont peu connus par le grand public. Très bien. On a une question, 2 questions dans la salle, et puis après on va conclure. Théophile Laroy, Ad Hoc Architecture. J'avais 2 petites questions. La première, c'est par rapport au projet tertiaire dont vous avez l'habitude de produire. On entend parler de plus en plus de postes qui ne seraient pas individualisés, où les travailleurs viendraient, il n'y aurait pas de poste attitré. J'aurais bien aimé savoir vos réflexions là-dessus, vos pistes de réflexion. Et la deuxième question pour Jérôme de Crozet, c'était cette inversion justement du CLT qui était en plancher et de la façade béton. Au niveau du plancher, d'un point de vue acoustique, donc on voyait les dalles acoustiques, mais la transmission d'un étage à l'autre, comment ça a été géré? Est-ce qu'on a un résidu acoustique plus une chape? Voilà, c'est mes 2 questions. Merci. Vous voulez commencer? Alors la réponse est très simple. Effectivement, le sujet des planchers bois, il y a un sujet acoustique qui est réel. Donc sur les planchers, il y a une chape acoustique qui permet de traiter de façon satisfaisante l'acoustique. Donc du coup, les planchers sont épais. Donc du coup, si vous voulez, les hauteurs de plancher à plancher sont peut-être parfois un peu plus hautes qu'elles ne pourraient l'être dans un autre cas. Moi, ça m'amène à une réflexion, c'est qu'il y a le plancher CLT tel qu'il existe, il est très consommateur de bois en fait, parce qu'il y a beaucoup de bois. Et c'est vrai qu'on dit qu'il y a 800 mètres cubes, etc. Mais moi, ces réflexions, je vous les livre, c'est vraiment des réflexions qui sont venues dans le cadre de la conception et de la réalisation du projet. D'une certaine façon, les planchers mixtes type solivage avec une chape au-dessus sont peut-être moins consommateurs de bois. Et peut-être une réponse, je ne dis pas plus appropriée, ça dépend des usages, ça dépend, mais voilà, en tout cas, ça me fait évoluer dans cette approche-là. Alors, en parlant d'usage, donc ces bureaux non nominatifs, etc., comment est-ce que ça fonctionne? Alors moi, là, ce que je peux dire, c'est que c'est souvent une vision d'entreprise d'un maître d'ouvrage. C'est pas forcément, l'architecte, il peut apporter des réponses à une vision, mais là, c'est la vision du chef d'entreprise. Vous avez été voir sur place? Depuis que c'est livré? Ah oui, bien sûr, j'y vais assez régulièrement. Et alors? Écoutez, souvent quand on a démarré ce projet, la volonté c'était de faire beaucoup d'espaces ouverts, comme souvent. Et puis après, notre maître d'ouvrage s'est confronté à une forme de réalité qui était ses collaborateurs et ses salariés. Donc on a recloisonné un petit peu le bâtiment.
Et puis en fin de compte, on a redécloisonné. Ce qu'on a juste fait, c'est que ce bâtiment, il a une épaisseur continue. Il est assez classique puisqu'il est desservi par une circulation centrale dans laquelle on retrouve un certain nombre d'objets, de salles de réunion ouvertes ou d'archives ou de zones pour imprimer des choses. Mais cette circulation n'est pas centrée dans le bâtiment et elle permet de définir une bande dont la profondeur est plutôt destinée à des bureaux individuels ou doubles et une bande un peu plus profonde qui est plutôt destinée à des espaces tertiaires de plus grande dimension. Donc ça permet une forme de mixité dans les bureaux qu'on trouve. Mais on n'est pas du tout dans le flex office comme ce qui peut être évoqué. Alors, une dernière question et courte si possible. Il a l'air de connaître le monsieur là qui parle. Juste une petite réaction par rapport à ce que disait Jérôme de Crozet sur ce qui paraît totalement contre-intuitif parfois. C'est Luigi Nervi qui disait que quand un ingénieur vous annonce des résultats qui vous paraissent complètement contre-intuitifs, changez d'ingénieur. Et c'est là où je pense que dans cette réglementation... Parole d'ingénieur. Cette réglementation, elle nous ouvre des champs extraordinaires de discussion pour construire intelligemment. Et quand on a un résultat comme ça, où on se dit une brique fabriquée à Durtal, elle serait moins performante sur le plan environnemental ou global qu'un aluminium fabriqué en Chine, transporté depuis une carrière dont on ne sait pas l'origine. Je pense que là aussi, ce que disait Philippe Pelletier sur aller chercher aussi des critères auprès de vos maîtres d'ouvrage qui sont intéressants. Quand tu fais travailler l'usine de Durtal, tu fais aussi travailler de l'emploi local, au-delà de ça. Évidemment. Donc tu diminues les transports de gens qui vont travailler, etc. On voit bien que le carbone, c'est bien, mais c'est, il faut être précis et sérieux dans ce qu'on raconte, et très précis, voilà, les composants, le transport, etc. Et aussi aller chercher des critères de bon sens qui sont liés à la santé, au bien-être, comme l'emploi local, la ressource locale, l'usine locale, etc. Et une fois qu'on aura fait ça, on commencera à construire intelligemment, comme on fait d'ailleurs les anciens pendant des années. Parce que peut-être que cette réglementation carbone, ça va nous aider à repenser, comme disait Marika ce matin, d'utiliser la broche à foin, revenir à du bon sens. Et c'est ça peut-être le risque. Hein. C'est si ça devient trop des tableurs Excel et qu'on se gourre en plus dedans, qu'on fasse des conseils complètement inverses à ce qu'il faudrait faire. Donc voilà, je mets juste un petit warning là-dessus. J'espère qu'on saura être tous intelligents dans cette façon d'utiliser. Et je me doutais que ce n'était pas une question, mais une intervention. Elle est très juste. Et donc, on va terminer cette présentation et ces questions-réponses sur cette intervention, si vous en êtes d'accord. Et si vous voulez bien applaudir nos 3 intervenants. Et je vais appeler